Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux personnages prenant position pour le Parlement anglais durant la guerre civile anglaise contre le roi Charles Ier. Comment un contexte mouvementé de guerre civile et de révolution politique réussit à faire sortir de l'ombre des hommes destinés à rester inconnus qui, aux côtés de Oliver Cromwell, prendront les rênes du pays, à savoir l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles. Voulant le savoir, venez avec moi. Oliver Cromwell domine la mémoire collective britannique de ce milieu du XVIIe siècle. Mais lorsque la guerre éclate, il n'est en réalité qu'une figure relativement mineure et n'acquiert une position prédominante qu'au début des années 1650. Rares sont les hommes de cette époque à être ainsi sortis de l'ombre, mais de tous ceux qui, alors, ont eu le pouvoir et une influence sur la nation, beaucoup n'y seraient jamais parvenus en des temps plus normaux. La seule chose est surtout vraie des radicaux, bien sûr. John Lillimburn est le fils cadet d'une petite famille de Gentry, devenu apprenti d'un marchand de draps. Sa façon de mobiliser la rue et d'utiliser la presse lui donne une position assez prééminente, qui lui vaut d'être accusé de trahison sous tous les régimes de son temps. La monarchie de Charles Ier, le Commonwealth et le protectorat d'Oliver Cromwell. D'autres acquièrent la notoriété sans être sous le coup de la même menace politique grâce à leur charisme religieux comme le prophète Tunro John Taney. Quelques femmes aussi parviennent à la célébrité, en tant que prophétesses et auteurs de pamphlets, mais de manière plus fugace que Lillimburn, Anna Trepnell, Mary Overton ou Elizabeth Chidley. Entre autres, au nombre des opposants se trouvent des hommes au profil similaire dans la presse écrite, William Prine, Thomas Edward ou John Bradswick. Bien qu'avocats et ecclésiastiques, ils parviennent à une prééminence politique qu'ils n'auraient pas pu avoir en temps normal. À l'époque, servir dans l'armée et intégrer la machine administrative parlementaire sont cependant le plus sûr moyen d'accéder à un réel pouvoir politique. La guerre et la révolution vont permettre à des hommes issus de familles respectables mais obscures de devenir faiseurs et briseurs de régimes politiques. George Monk est le quatrième enfant d'une famille de la petite Gentry dans le Devon. Il entre dans l'armée, car c'est la carrière la plus prometteuse qu'il peut espérer. À la fin des années 1620, il prend part à une vaine tentative d'aide aux protestants lors du siège de La Rochelle fait par le cardinal de Richelieu. Et comme Fairfax, il sert aux Pays-Bas vers 1630, se bat contre les conventaires et en Irlande depuis le soulèvement de 1641 jusqu'à son retour en Angleterre en 1643 pour soutenir le roi. Capturé à Nantwich en 1644, il est incarcéré à Hull puis à la Tour de Londres. Après la victoire du Parlement, il est relâché et envoyé au service en Irlande. De vieux amis répondent de lui. Il a également juré loyauté au nouveau régime. En dépit de succès limités qui finissent par lui coûter son commandement, il rejoint Cromwell en Écosse en 1650 et accomplit un service qui bouleverse son destin. Fort de la confiance du commandant de l'armée parlementaire, il joue un rôle essentiel dans l'instauration d'une autorité militaire anglaise après la défaite des Écossais à Dunbar. Il s'illustre également en mer pendant la première guerre anglo-néerlandaise, puis est nommé commandant en chef des forces écossaises avec le pouvoir de gouverner. Cette position lui permet d'écraser toute résistance, et à partir de là travaille à la restauration monarchique. Son influence repose davantage sur ses responsabilités militaires, car il n'est pas très doué pour la vie publique. La postérité retiendra que plus qu'un politique, il aura été un militaire soucieux de rétablir l'ordre et la stabilité, sans compter qu'il finit sa vie riche et honoré du titre de duc d'Albemarle. Thomas Fairfax est l'héritier de l'une des plus grandes familles de propriétaires terriens du Yorkshire. Son père, Fernandino, est le deuxième Lord Fairfax de Cameron, titre dont Thomas hérite en 1648. Il a combattu aux Pays-Bas au début des années 1630 et pour le roi contre les covenantaires en 1639. Il est adoubé en 1641. Pourtant, lorsque la guerre civile éclate en 1642, il se place du côté du Parlement.
Commandant en chef en second de son père, il joue un rôle important dans l'armée du Nord et sert comme général de cavalerie à la bataille de Marston Moor. Nommé Lord Général de la New Model Army, il l'amène à la gloire l'année suivante en cours d'une campagne décisive d'où le Parlement sort vainqueur. Fairfax ne prend pas part au régicide et se retire dans son domaine familial. Cependant, pour le nouveau régime, il demeure un personnage potentiellement embarrassant. Sa fille épouse le duc de Buckingham, conseiller du futur Charles II, alors en exil, à qui il tente d'éviter les persécutions politiques. En 1660, il joue un rôle central dans la restauration monarchique en secondant le général Monk. Peu d'hommes de son milieu social sont autant démenés pour déposer un roi ou en mettre un autre sur le trône. John Lambert est issu de la gentry, petite noblesse suffisamment obscure pour que le déroulement de ses jeunes années n'ait pas été renseigné. Il s'est illustré au combat avec les Fairfax pendant la première guerre civile et a gagné leur confiance en politique. Lorsque l'armée intervient directement dans la politique anglaise après 1647, il prête une oreille attentive aux demandes de simples soldats qui réclament soldes et arriérés, ainsi que l'assurance d'être à l'abri des poursuites et rayer des listes des conscriptions pour servir en Irlande. Il soutient le régicide de Charles Ier. Pendant la campagne écossaise, c'est lui qui mène l'attaque de Dunbar, et lui encore qui remporte la victoire décisive d'Inverkenting. Par la suite, Lambert devient une figure importante des affaires écossaises et anglaises, promu par Oliver Cromwell pour son charisme plus que par amitié. La brouille survient lorsque ce dernier envisage de monter sur le trône en 1657, peut-être parce que Lambert espère devenir lui-même Lord Protecteur. À ce moment-là, il est riche, puissant et indépendant. Il survit à la restauration de la monarchie, bien qu'étant à la tête de l'armée qui s'y oppose. Emprisonné, puis relégué dans les îles, il demeure tout aussi charismatique et dangereux. Henry Ayrton est l'aîné d'une famille de la gentry du comté de Nottingham. Il étudie dans l'une des grandes écoles de droit londoniennes, mais n'exercera jamais. Il s'engage dès que la guerre éclate et se bat aux côtés de Cromwell dans l'armée de Leicester Association du comte de Manchester. Il est aussi son allié politique et le rejoint pour dénoncer les manquements de Manchester au cours des récriminations qui suivent la bataille de Marston Moor. Plus tard, il le soutient dans sa résistance aux radicaux de l'armée. Il est l'un des architectes des Head of the Proposal, un ensemble assez conservateur de propositions des officiers. Il s'oppose à l'Agreement of the People, contrat social proposé par les radicaux au débat de Putney en 1647 et intervient contre l'introduction du suffrage universel pour les hommes. Son mariage en 1646 avec une fille d'Oliver Cromwell a déjà cimenté leur alliance. Il collabore à une autre version de l'agreement visant à préserver l'unité de l'armée, mais est surtout connu pour être l'un des grandes attachés à limiter les espoirs des soldats les plus radicaux. Henry Ayrton soutient le régicide de Charles Ier et s'active beaucoup en Irlande jusqu'à sa mort brutale en 1651 d'une fièvre contractée lors du siège de Limerick. John Bradshaw vient d'une famille de la gentry à la réussite sociale et financière récente. Il devient avocat en 1627. À la suite d'un complot royaliste et de purge au Parlement en 1643, il est nommé juge auprès du shérif de Wood Street et se fait connaître comme partisan d'une politique militaire active. Il souhaite une victoire totale sur le roi, puis que se soit tranchée la question religieuse. Bradshaw s'occupe beaucoup de questions juridiques relatives aux terres confisquées aux royalistes. Activité déterminante pour composer avec les délinquants politiques en acceptant de rendre les propriétés saisies par le Parlement moyennant des modalités financières. Il traite aussi les dossiers de personnes haut placées, poursuivant Lord MacGear, rebelle irlandais, et assurant la défense des intérêts de John Lilburne. Une demande en réparation pour les persécutions de Charles Ier. En 1648, il est tout désigné pour être président de la Haute Cour de justice qui juge Charles Ier. Il meurt avant la Restauration.
ce qui lui évite l'exécution, mais ne le sauve pas de la vengeance. Comme Cromwell et Ayrton, ses restes sont exhumés, sa dépouille pendue à Tyburn et sa tête exposée dans le hall de Westminster. Comme on l'a vu, les guerres civiles anglaises 1642-1651 furent le théâtre d'un conflit entre royalistes et parlementaires. Les royalistes soutenaient d'abord le roi Charles Ier, puis son fils Charles II, tandis que les parlementaires voulaient diminuer le pouvoir constitutionnel de la monarchie anglaise et empêcher ce qu'ils considéraient comme un complot d'inspiration catholique visant à inverser la réforme anglaise pour imposer le catholicisme. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.